Nathalie. Bonjour, bienvenue. On en fait deux avant. Bonjour à tous, ce mois-ci, Home Cinéma met à l'honneur deux de ces personnalités, pas forcément connues du grand public, mais qui, à leur manière, font rayonner le cinéma belge. Il y a d'abord le chef-opérateur Benoît Deby, qui vient de signer la photo du premier film de Ryan Gosling, et puis Pauline Burlet, Magritte du meilleur espoir féminin, qui évoquera entre autres son expérience avec Asghar Farhadi, un cinéaste récompensé de l'Oscar du meilleur film étranger. Et comme toujours, toutes les infos indispensables sur le front des sorties et des tournages. Bienvenue dans Home Cinéma. Pauline, tu es comédienne donc, on t'a vu récemment dans le passé, de Asghar Farhadi. On va te voir bientôt dans La French de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin. Ouais. Et on t'a vu aussi dans Dead Man Talking de Patrick Redremont. Ouais. Donc tu as un parcours assez incroyable pour ton jeune âge. Tu as commencé très très jeune. Explique-nous un peu comment tout ça s'est passé. J'ai commencé comme toutes les petites filles rêvent de commencer, c'est-à-dire tout facilement par casting, internet, maman qui cherche, moi qui fais des castings tous les mercredis après-midi alors que j'en ai pas envie. Et un jour, je fais le casting de La Môme et 2 semaines après, je signe le contrat et voilà. Je vais prier pour Titine. C'est bien, Edith. Je veille sur toi. N'oublie jamais, quand tu seras seule, je serai toujours là. Donc, tu avais passé énormément de castings avant ce casting-là? De publicité, de bêtises, pour des biscuits, pour des gervais, des trucs. Et j'avais pas envie de rentrer dans cette espèce de cercle de publicité. Je voulais faire de la qualité, je voulais faire peu, mais de belle qualité. C'est ce que tu fais pour l'instant, non? Tu fais peu, mais de qualité. Mais voilà. En même temps, ça dénote quand même d'un certain état d'esprit. C'est-à-dire que très jeune, tu passes des castings. Ça veut dire quoi? Ta maman t'encourage à passer des castings, te pousse à passer des castings? C'est plus une envie de la famille, de machin. Moi, je suis pas très motivée, mais une fois que je mets le pied dans La Môme, c'est terminé. Je veux plus rien faire sauf ça. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Donc Benoît, en fait, tu es un chef-opérateur que l'on voit beaucoup. Excuse-nous, c'est que juste... on se connaît bien. On se connaît très très bien. Ah, mais il n'y a pas de problème, tant mieux. Après 10 ans de carrière en télévision chez RTL, quelques courts-métrages pour le cinéma, Benoît Deby signe en 2002 la photographie d'Irréversible de Gaspard Noé, un coup d'essai qui se prolonge au fil des ans avec des collaborations avec entre autres Dario Argento, Albert Dupontel ou votre serviteur pour 3 films. Un style est né qui inspire désormais des projets aussi atypiques que Spring Breaker d'Harmony Korine en 2012, Everything Will Be Fine, le film en 3D de Wim Wenders en 2013, ou dernièrement Lost River, le premier opus du réalisateur-acteur Ryan Gosling. Benoît Deby n'a pas fini de nous étonner, ne serait-ce que par sa simplicité désarmante. Tu deviens aujourd'hui, avec le temps et les films que tu as au compteur, un vrai chef-op de génération. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître une génération sur les 10-15 dernières années de gens qui ont un univers formel très très particulier, dans lequel tu t'inscris de manière très très particulière. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que c'est un choix de ta part, tout de suite, de vouloir être au service de metteurs en scène qui ont des visions formelles très fortes? Non, je pense qu'en fait, ça a été... mon premier long métrage, c'était Irréversible. Et donc, en fait, Gaspard Noé a vu, et donc par rapport à notre court métrage qu'on avait fait ensemble, Quand on est amoureux, c'est merveilleux, a probablement analysé quelque chose que j'étais, mais je ne le savais pas. Tu vois, en fait, je pense qu'il s'est dit, tiens, lui, il éclaire sans éclairer. C'est un peu... Et donc, je crois que sur ce film, il m'a ouvert l'esprit sur quelque chose que j'avais en moi, mais que je ne connaissais pas ou que je ne savais pas. Oui, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas exactement vrai que tu n'éclaires pas. Non, parce que beaucoup de gens disent Deby n'éclaire pas, mais c'est faux. Non, tu éclaires. Faux. Parce que je me souviens un jour, il y a un gaffeur, donc un chef électricien, qui m'a dit ouais, toi Deby, quand tu vas te mettre à éclairer, ça va faire mal. Parce qu'on avait effectivement utilisé beaucoup d'éclairage. Parce que ce film le nécessitait, si tu veux. Tu vois. C'était le film de Dupontel. Ouais.
Enfermé dehors. Enfermé dehors. Mais j'essaye, si tu veux, avant de commencer à éclairer, j'essaye aussi d'analyser le film que je fais, ce que le metteur en scène a envie que je fasse, et aussi le lieu dans lequel on tourne. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'un comédien comme un chef opérateur est toujours, dans le meilleur des cas, bien sûr, au service d'une vision. Est-ce que tu as eu cette conscience-là très tôt, d'être au service d'une vision globale, en fait, d'un metteur en scène ou d'un auteur? C'est-à-dire que c'est un peu notre métier, c'est de rendre heureux un réalisateur ou un producteur qui nous a choisis et qui nous donne cette chance de nous donner un rôle extraordinaire comme moi j'ai pu avoir dans le passé ou dans La Môme. Donc moi, je me sens obligée de faire plaisir, de plaire, de rendre heureux mon réalisateur. C'est tout ce qui m'importe. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon anniversaire, je déballe mon cadeau. Ah, c'est pas une bonne idée. Je m'en fous. Non. Mais est-ce que ça t'est arrivé de travailler aujourd'hui avec des metteurs en scène où il n'y a pas de vision, c'est-à-dire qui cherchent, sans donner des noms, hein, Pauline? Ça m'est arrivé là, juste mon dernier tournage que j'ai fait ici. J'étais livrée à moi-même, c'est-à-dire que je n'avais aucun conseil, aucun... Donc j'ai joué, voilà, j'ai vécu mon personnage, j'ai fait ce que je pouvais. Oui, parce qu'en fait, quand tu viens, c'est ça aussi le problème, c'est que quand tu commences très très fort avec des metteurs en scène très très exigeants, comme toi, tu as commencé avec Gaspard, Noé, toi avec Paradis, après, ça doit quand même être... pour retrouver ce tel niveau d'exigence, c'est quand même un vrai problème. C'est assez particulier à ton travail aussi, Benoît, c'est-à-dire que tu cherches toujours les univers de défis. Oui, c'est vrai, non, tout à fait. C'est un truc que j'ai remarqué, sinon je m'ennuie. En fait, il faut chaque fois que je sois poussé à aller plus loin dans la recherche de mon travail, je n'en sais rien, mais sinon je me rends compte que je... Et comment tu définirais en fait ton travail avec allez, maintenant ça fait quoi? Ça fait 15 ans? Ouais, 15 ans que tu travailles vraiment? Oui. Ce que je vois comme point commun, c'est que c'est chaque fois des metteurs en scène avec des exigences bien particulières et chaque fois aussi des films atypiques. Et c'est même pas moi qui nécessairement les choisis, mais ces metteurs en scène-là viennent me trouver pour faire des films atypiques et peut-être aussi une lumière atypique. Et ça, c'est un peu la continuité que je ressens dans mon parcours, sans pour autant vouloir faire ça à tout prix, parce que c'est chouette aussi de faire autre chose, tu vois. Mais c'est un peu mon parcours à l'heure actuelle et c'est amusant aussi parce que ça me permet moi de chercher, d'analyser, de trouver d'autres technologies, d'autres moyens d'éclairer ou de filmer. Jusqu'au moment où il y a Harmony Korine qui vient te chercher pour faire Spring Breaker et qui te dit « Ce film, je veux que ce soit la lumière qui soit la star du film. » La star du film, c'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré. On m'a jamais dit ça, mais en fait, quand j'ai vu Harmony, il me dit « Voilà, je veux que ce soit toi la star du film. » Enfin, pas moi, mais la lumière, ton travail. Je dis « Ah bon ?» Et parce qu'en général, le metteur en scène n'a pas envie non plus que l'image prenne la vedette sur le film. Et donc, et aussi par rapport aux acteurs, tu vois. Et en fait, c'était une image qu'il me disait, parce qu'Harmony est un peu comme ça sur la pré-rock, etc. Mais ce qu'il voulait, c'est que le visuel fasse pas partie entière du film, comme le son, comme les acteurs, comme que ça fasse vraiment un truc homogène. Et ce qu'il y avait d'assez improbable avec ça, c'est qu'il m'a laissé une carte blanche. Enfin, j'ai fait tout ce que je voulais. J'ai jamais vu ça aux États-Unis. Et comment est-ce que tu vis avec les metteurs en scène parce qu'il y a quand même des constants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de metteurs en scène avec lesquels tu as travaillé. Et après, comme ce sont des films, souvent, ce sont des objets un peu hybrides, très cinématographiques, mais hybrides, où la narration n'est pas toujours la plus articulée, ouais. On parle beaucoup de la lumière. Et donc, on oppose la lumière à la mise en scène ou aux acteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit, la photo est superbe, mais le jeu des comédiens est en deçà, ou la mise en scène est en deçà. On l'a vu là maintenant avec le film de Ryan Gosling, tu vois, que tu as photographié, qui était à Cannes, qui s'est fait quand même défoncer par la presse, comme c'est le jeu à Cannes, et qui met en opposition la photo et la mise en scène. Moi, on m'a déjà fait plusieurs fois, pas ce reproche, mais on m'a déjà dit, tiens, la lumière prend le dessus sur l'histoire. Mais moi, je trouve ça m'a toujours interpellé, parce que je me dis, c'est une drôle de réflexion, parce que c'est pas... Je trouve pas que je dois faire un mauvais boulot parce que peut-être le scénario est un peu plus faible. Ou moi, j'essaye de servir le film. Ouais. J'essaye de servir le metteur en scène,
et j'ai fait mon boulot le mieux que je peux, mais je n'essaye pas que la lumière prenne la vedette sur le film, jamais. À la limite, je suis justement fort en recul par rapport à ça. Mais il se fait que comme les metteurs en scène qui m'engagent ou me choisissent veulent des images très fortes et ont un visuel très fort, du coup, mon image est d'autant plus forte. Est forte. Et puis en plus, il me pousse, style, je sais pas, Gaspard ou Harmonie ou même Ryan. Ryan me poussait par exemple à faire des choses que je n'ai jamais même fait sur aucun autre film. Tu vois, il voulait des noirs profonds et je dis, mais t'es sûr, parce que c'est... Il dit, ouais. Et donc on a fait vraiment des... À la limite, sur ce film-là, j'ai fait des choses que j'ai pas encore fait sur d'autres films. Mais c'est parce qu'il me poussait à faire ça aussi, il voulait ça. Tu vois. Mais c'est ça la différence, par exemple, avec un film comme Le Passé, où là, par exemple, tu as donc une image, même si l'image est travaillée, même si elle est patinée, même s'il y a énormément de choses, même s'il y a énormément de contrastes, mais les comédiens prennent tout le cadre. Vous êtes quand même au centre de tout. Ouais, en fait, je crois que c'est un peu la particularité d'Asghar, c'est qu'il veut un peu faire de ses films un certain documentaire, je veux dire. Donc c'est la vie pure et dure. Il veut juste ces comédiens là, comme ça. Lui, c'est tout ce qui l'importe. Et si ta mère épousait quelqu'un d'autre, ça te gênerait pas? Ce serait pareil. Donc ton problème, c'est pas ce type? Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. À chaque fois, c'est la même chose. Ils viennent, ils restent quelques années, ils se barrent. Et comment le scénario du passé t'est parvenu? Est-ce que tu as reçu un scénario fini, écrit? Parce que donc, je rappelle simplement que Farhadi ne parle pas français. Donc c'est le metteur en scène, c'est un grand maître iranien qui a fait un film, son film précédent s'appelait Une séparation, qui a eu énormément de succès à travers le monde. Et donc là, il réalise son premier film français, Le Passé, en ne parlant pas français. En fait, dis-moi si c'est faux, hein, mais vous avez travaillé énormément en amont, à la table. 2 mois, 3 fois par semaine, pendant 3 heures, tout le temps, toutes les semaines, on se voyait et on échangeait nos rôles. Qu'est-ce qu'il traque là à ce moment-là? Il traque quoi? Le moindre détail. Il cherche, et pourquoi, et où, et pourquoi. Il va vraiment jusqu'aux dernières réponses qu'il faut et qui met le... En fait, il veut toucher vraiment la personne, c'est ce qu'il veut. C'est que ces comédiens s'inspirent de ce qu'ils ont vécu pour faire d'un film une quasi-réalité. C'est ça, parce que la particularité de Farhadi, c'est que ces histoires, tu vois, sont des histoires très simples. Ces histoires, c'est des mini-drames, en fait, qui prennent des proportions de tragédie, vraiment, avec une attention vraiment très particulière aux rebondissements, mais des rebondissements qui sont des rebondissements de la vie, quoi, vraiment très simples. J'ai l'impression qu'il est tellement proche de vous que, comme il ne parle pas français, comment est-ce qu'il vous écoute? Au son de la voix. Il sait dire si une prise est correcte ou pas à l'intonation de la voix d'un comédien. Si le mot est dit trop fort, en fait, il a son scénario en français et en iranien et en persan. Donc, il a les deux sous la main, il voit, il compare ce qui se dit, il entend. Et s'il y a un mot qui, pour lui, sonne trop fort, c'est mort, il faut refaire. Ta mère va vivre avec lui. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler? Ma mère t'a rien dit? Non. Elle a l'air d'être au courant de tout. Je sais pas si tu le sais, mais Marie porte mon enfant. C'est un malentendu. C'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois? Le film est vraiment très puissant. C'est-à-dire que... Très non, mais il est vraiment... Je me demande même comment toi, parce que c'était encore il y a 1 an, même aussi jeune, tu peux appréhender un tel truc, parce que c'est du réalisme cru. En fait, c'est ça que je dis qui m'a eu quand il m'a donné le scénario après que j'ai dit oui, parce que si j'avais lu le scénario avant tout ça, il m'aurait vraiment fait peur. Vraiment, j'aurais vraiment flippé parce que c'est très cru. C'est Lucie tombe en larmes, fond en crise. Moi, j'ai pas d'expérience. J'ai fait 2 films. Comment je vais y arriver? Et comment il t'accompagnait à ce moment-là? C'était très difficile parce qu'en fait, il me replongeait moi-même dans ce que j'avais vécu. J'ai perdu un de mes meilleurs amis et quand j'arrivais plus à pleurer, il venait et il me disait Comment il est décédé, ton meilleur ami? Je repleurais tout aussi facilement. Et tes parents, ça fait combien de temps qu'ils sont divorcés? Alors, il piquait là où ça faisait mal.
Mais voilà, j'ai tellement eu d'amour pour lui, tellement de merci à lui dire que je peux pas lui en vouloir pour ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, petite conne? Et qu'est-ce que je t'ai fait? Arrête! Marie! Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi! Calme! Arrête! Lâche-moi! Arrête! Vous avez tourné le film en quel format? Tu sais? 35, je crois. En 35? Vous avez tourné en film? Ouais. Par rapport au format, là, toi qui est vraiment tout le temps... C'est un grand débat. Justement, à Cannes, ici, j'étais avec Harry, ils m'ont invité à un repas. Et je dis, mais vous avez fait les plus belles caméras au monde, et puis vous nous retombez avec avec des caméras digitales qui ne tiennent pas la route par rapport au film. Jamais. Et j'ai des discussions à chaque fois que je fais un long métrage avec les producteurs, parce qu'en général, quand j'arrive sur les projets, c'est déjà, dans le budget, c'est déjà en digital. Ils ne considèrent même plus le film. Et je dis, c'est dommage, parce que c'est tellement plus beau. Pourtant, tous les metteurs en scène qui viennent te chercher, c'est généralement des amoureux du film. Oui, bien sûr. Et heureusement, c'est eux qui parlent, par exemple, Spring Breakers. Normalement, ils avaient fait le budget pour du digital. Et quand je suis arrivé sur le projet, je dis à Harmony, mais c'est dommage, parce que c'est pas un film qui doit se tourner en digital. Et Harmony a eu la force et l'intelligence de retirer un peu de journée de tournage pour payer la pellicule. Est-ce que ça coûte aussi cher ou est-ce que ça coûte non, plus cher? Non, c'est la même chose. En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est plus facile. C'est-à-dire que c'est plus rapide, plus facile. Les producteurs n'ont plus besoin de s'embêter avec les labos, les machins. Mais c'est pas plus cher. Et qualitativement, c'est surtout ça, moi, qui me désole, c'est que qualitativement, on est revenu 20 ans en arrière. J'avais fait une pub un jour et c'était tout des tons bleus. Donc j'étais avec l'Alexa, enfin une caméra numérique. Et il y avait des tons, des pourpres, des bleus sillants, des bleus... Et puis j'allume la caméra et puis tout était bleu. Il n'y avait aucune nuance dans... Et je dis, tiens, c'est bizarre ça. Et puis je téléphone chez Harry. Donc... Il me dit, ah, c'est normal, les censeurs ne le permettent pas encore, tu vois. Mais je dis, oui, mais quoi alors? Et voilà, c'est comme ça s'arrête à ça. Donc ça veut dire qu'on doit faire une image moins aboutie, moins belle, parce que les caméras ne sont pas encore assez performantes. Et donc il y a ça, et puis il y a aussi la manière dont on tourne. Moi, c'est surtout... Maintenant, on tourne en digital et on tourne, et souvent, on n'arrête plus la caméra. Donc on tournait, Ryan me l'a expliqué, Ryan Gosling, parce qu'à un moment donné, il voulait le faire en numérique, puis il me demandait un petit peu mon avis par rapport à ça. Et il me dit, moi, en tant qu'acteur, quand je tourne en numérique, on me cadre comme ça pendant 20 minutes, on n'arrête plus la caméra. Et là, il y a le réalisateur derrière qui dit, allez, refais la prise, on verra, refais là. Et il dit, à la fin, je ne sais même plus ce que je dois faire. Tu vois? Et moi, j'ai exactement le même problème en lumière, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur en film qu'on n'a jamais plus en digital. C'est-à-dire qu'en film, on sait qu'on a droit à 3 minutes, que c'est précis, que ça coûte de l'argent, donc on se focus sur ce qu'on est en train de tourner. Parce que moi, on m'a déjà dit de nombreuses fois, tourne, on verra après. Mais on verra après, si la prise n'est pas bonne, après, au montage, tu ne l'auras pas. Donc, il faut se concentrer, je pense, au tournage. Donc ça, le film, c'est aussi c'est un gros changement, c'est la manière dont on tourne en digital. Un regard acéré sur les rapports familiaux et l'envie irrépressible de tourner. 2 traits particuliers à la réalisatrice Géraldine Doignon, qui tournait fin mai son 2e long métrage, Après de leur vivant. Le film est une coproduction entre la Belgique, la France et le Québec et s'intitule Un homme à la mer. C'est l'histoire d'un gars qui vit de façon un peu, disons, égoïste, sans trop se poser de questions. Et puis, un jour, sa belle-mère disparaît. Et ça va complètement l'intriguer et il va décider de vivre l'aventure ou l'enquête pour retrouver sa belle-mère. Donc il va retrouver sa belle-mère et ils vont faire ensemble un voyage un peu initiatique, prendre du recul par rapport à leur vie et donc reprendre leur vie en main. La rencontre, qui est une rencontre incongrue, en fait, passer du temps sur une île en secret avec sa belle-mère, c'est pas quelque chose de fréquent. Tout d'un coup, ce côté incongru va l'ouvrir, en fait, et il va prendre des décisions pour effectivement reprendre sa vie en main. Nous avons découvert une nouvelle espèce. Ce que j'aime bien, c'est que... Oui, c'est l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a...
C'est sur des petites choses, donc c'est sur des vibrations intérieures, quoi. Donc on n'est pas sur des grandes choses, des grands drames. Donc comment on témoigne dans le jeu de ces petites choses-là, c'est en étant là et en vibrant soi-même, quoi. J'ai pas du tout envie de faire quelque chose de sombre ou de... on a parfois le cliché du film d'auteur un peu lent, un peu chiant. Enfin, c'est souvent ce que j'entends. Mais c'est pas du tout... c'est pas ce que j'ai envie de défendre. Et moi, j'ai envie de parler de la vie. Donc c'est à la fois... c'est drôle, c'est triste, c'est parfois justement l'humour dans des situations tragiques qui amène quelque chose. Donc c'est tout ce mélange-là qui m'intéresse. Et je pense que c'est plus des aventures humaines, des aventures de personnages qui peuvent toucher tout le monde, quoi. Et toutes les générations, d'ailleurs. Il y a toujours quelque chose de très sensible par rapport aux personnages. Et il y a quelque chose dans lequel je crois que tout le monde peut un peu se reconnaître sur ce côté, à un moment donné, comme si on se perdait un peu de vue soi-même. Et puis, il y a des événements qui font qu'on se retrouve. Et même si... Et elle le fait avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de délicatesse, je trouve. Et c'est une qualité assez rare. Et donc là, je voulais vous parler de Les points dans les murs, Les points contre les murs de David Mackenzie. Il a fait un film très étonnant avec Ewan McGregor il y a quelques années qui s'appelle Young Adam, que j'avais vu, où il y a une scène absolument incroyable avec Emily Mortimer. Là, c'est un film très très brutal. Eric Love, he's starred up, 19. En fait, c'est un drame carcéral assez insensé. Vraiment autour d'un jeune gamin qui a 18 ans, qui se retrouve enfermé, qui est une bête sauvage, qui est victime d'abus, etc. et qui va retrouver son père en prison, qui est un grand caïd. Et en fait, c'est le destin scellé en fait, du père et de ce fils en prison, dans un environnement qui ferait passer Oz pour un Walt Disney. Le film lorgne du côté de Don Siegel, donc des évadés d'Alcatraz. Enfin, il a cette brutalité un peu old school. Il est vraiment... Le film a cueilli, quoi. Vraiment cueilli. When I was 10, I done a pedo. Boom. You will not be rewarding him with any kind of group. He wants to engage. He's a control problem. Dunk him hard. The whole point is safeguarding them. Just do what they want you to do. Play their fucking game. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. En juillet, Bruxelles fait son cinéma. C'est la SBL Libération Film qui propose cet événement. C'est 11 projections dans les communes de Bruxelles, des projections en plein air. C'est gratuit. Donc on ne va pas s'en plaindre. Et alors le principe, c'est un petit apéro à chaque fois. Et puis à 22h10, il y a une projection du film. On retrouvera notamment Möbius d'Éric Rochant, donc avec Émilie Dequesne, avec Cécile de France et avec Jean Dujardin. Ce sera à Evere le 9 juillet. La marche de Nabil Ben Yadir, dont on a parlé il y a quelques mois dans l'émission, sera aussi diffusée le 11 juillet à Molenbeek. Et donc Bruxelles fait son cinéma, c'est du 9 au 11 juillet, c'est gratuit. Et toutes les infos sont sur le site libérationfilm.be qui s'affiche. Alors, côté sortie en salle, vous pouvez déjà voir la liste de Mes envies. C'est un film de Didier Le Pêcheur, où on retrouve Virginie Hoc, aux côtés notamment de Marc Lavoine et de Mathilde Seignet. Alors, Mathilde Seignet, elle interprète le rôle d'une femme qui gagne 18 millions au loto, c'est pas mal. Et justement, elle essaye de le vivre simplement. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Et voilà, le film est déjà en salle. À partir du 2 juillet, le cinéma flamand sort La Grosse Artillerie avec un thriller grand spectacle. C'est Labyrinthus. Alors, ce film, c'est l'histoire d'un garçon de 14 ans qui se retrouve enfermé dans un labyrinthe d'un jeu vidéo. Et il va devoir retrouver ses amis pour pouvoir s'en sortir. Apparemment, il a déjà fait effet à Cannes.
puisqu'il a été pas mal bien reçu par le marché du film étranger. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion à Cannes d'en entendre parler. Mais en tout cas, c'est un film qui mêle vraiment avec brio l'univers réel et l'univers virtuel. Et puis, dernière petite info, casting. Pour ceux que ça intéresse, la société de production Hélicotron recherche une jeune femme entre 20 et 28 ans, maghrébine, pour jouer le premier rôle d'un long métrage. Le titre, c'est « De là où tu es, tu peux m'entendre ». C'est le nouveau film de Jean-Philippe Martin. Voilà. Et donc le tournage, c'est en automne. Et le casting, lui, aura lieu fin juillet. Donc toutes les infos sont sur le site de Cinévox. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour de l'actualité. Merci Marie, merci Pauline, merci Benoît. C'était la dernière émission de la saison. On se retrouve en septembre. D'ici là, portez-vous bien, passez un bel été. Salut. Merci. Merci. J'ajoute que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.